Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion. Léla, on va prendre du plaisir, on va encore parler de La Réunion, de son patrimoine, de sa flore, de sa faune, de ce qui fait que La Réunion est vraiment une île intense. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Isabelle Ouaro-Joly. Bonsoir Jesmine. Là, quand je dis ce qui faisait l'île intense, c'est vrai que quand on fouille entre le patrimoine, l'histoire, la beauté de cette île, c'est une île intense. Ah oui, c'est une île intense déjà par le fait qu'on est un volcan, qu'on ait des cyclones, et puis en même temps notre population est intense aussi, parce que c'est une population qui est arrivée de multiples endroits du monde, avec chacun leur histoire, leurs souffrances, leurs douleurs. Et moi, je suis voyageuse. C'est-à-dire que j'ai souhaité à un moment partir de l'île pour aller à la découverte des autres îles et de voir ce qui nous unissait et ce qui nous séparait. Donc, 1998, nous vendons notre maison familiale pour acheter un bateau. Donc, tout est dans le bateau. Et nous partons, mon mari, qui est marin aussi, mes deux filles, et nous partons à l'aventure. Et c'est une aventure qui m'a beaucoup marquée parce que même longtemps après, ça reste prégnant. Et cette intensité de l'île de la Réunion, on va l'affronter à travers les océans, mais aussi à travers les rencontres avec les autres îles, les liens que nous allons créer entre la Réunion et ces autres îles-là. Et du coup, j'en ai fait un livre qui s'appelle Des îles à l'horizon. Ici. Des îles à l'horizon, voilà. Où je raconte le voyage de chaque jour, puisque j'ai fait un journal de voyage, un voyage de bord. Et alors, quelles sont les îles que le bateau a accostées? Alors d'abord, nous ne sommes pas partis de la Réunion en bateau, parce que c'est très compliqué, entre les 50e rugissants d'Afrique du Sud et les pirates de la mer Rouge. Ouais. Donc on est parti de France, de Méditerranée. Puis en même temps, il fallait aussi mariner les enfants qui ne connaissaient pas du tout la mer. On ne voulait pas qu'ils la connaissent. De façon à ce qu'il n'y ait pas cette peur qui est là quand même tapie au fond de nous dès qu'on affronte l'horizon. Donc nous sommes partis de Port-Grimaud et nous avons traversé la Méditerranée avant d'aller jusqu'en Atlantique à travers donc les Canaries et puis quand on est arrivé de l'autre côté la Barbade et ensuite remonter vers le Venezuela, Panama et passer vers l'autre grand océan. Alors, juste pour vous dire que là, on est déjà en Amérique du Sud. Oui. Quand on parle du Venezuela, quand on parle de la Barbade, entre autres. Et vous avez d'autres remontées vers l'Amérique du Nord? Non. On a passé le canal de Panama. D'accord. Et nous sommes arrivés de l'autre côté, donc dans le Pacifique. Ouais. Et là, les îles qui nous ont beaucoup marquées sont les îles Galapagos. Ah. Merveilleux voyage. Fameux Varan, entre autres. Et en particulier, nous sommes allés dans l'île Isabella. On peut lancer un petit clin d'œil. Et ensuite, les îles Marquises, qui m'ont beaucoup marqué. Alors, les îles Marquises, c'est surtout Jacques Brel qui les a fait connaître un petit peu, les mettre un petit peu en avant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on était dans l'île où il a vécu, on a vu sa maison et tout ça. Et ensuite, on est arrivé à Tahiti, puis là, le voyage s'est arrêté là. Et je suis devenue journaliste à Tahiti. D'accord. Et comme j'ai une formation d'ethnologue, et en plus que j'étais réunionnaise, je suis entrée dans la culture polynésienne, les yeux fermés et le nez au vent. Oui, alors, juste dire deux choses sur Tahiti. On va juste faire un clin d'œil à Gauguin, puisque c'est là où il a aussi connu un moment de sa carrière. Ouais, mais Gauguin, moi, je suis un peu oui, en retrait. Oui, je comprends. Mais c'est vrai qu'il a fait connaître cette île, ces îles, puisqu'il a vécu aussi bien à Tahiti qu'aux îles Marquises. Ouais. Et dire aussi que Tahiti, ça reste encore presque un fantasme, un rêve pour beaucoup. Oui. Parce qu'on ne connaît pas. Non. Et on ne connaît que la carte postale. La carte postale. Voilà. Et le cocotier, la baïnée avec le collier des fleurs. Oui, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas uniquement ça. Parce que derrière toute image de carte postale, il y a l'envers. L'envers du décor est terrifiant à Tahiti.
Tahiti, pourquoi? Parce que Tahiti, c'est aussi une île. On parle de la Réunion et de ses traditions, de son côté, j'allais dire fantasme, ses rites, ses grands diables. Tahiti, c'est quand même, ça reste aussi un endroit où il y a des traditions. L'héritage du passé est encore très présent. Il est là en permanence. Oui. En même temps, il a été longtemps caché, ignoré, méprisé. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus quand j'étais journaliste. Et en particulier, l'affluence des sociétés religieuses sur la Polynésie, en particulier la religion protestante, qui a beaucoup marqué l'île et qui a créé vraiment un mur entre le passé polynésien et le présent. Et c'était le passé qui m'intéressait. C'est le cas à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une volonté d'évangéliser un peuple, on essaye de couper avec le passé. Ouais. Et c'est l'erreur que commet toutes les religions, parce que plus on essaye d'effacer, plus les gens ancrent les traditions en eux. Et d'une façon ou d'une autre, il le ressort après. Oui, mais en même temps, justement, j'écris... l'année dernière, j'ai publié ça, j'ai mis 20 ans pour publier ce livre-là. Légende amoureuse de Tahiti et des îles du vent. Voilà. Ouais. Et donc, je parle de cette situation parce que la société polynésienne était basée sur l'amour. Tout type d'amour. L'amour était vraiment... D'ailleurs, il y a un texte qui dit qu'au début de tout était l'amour. Ah, l'amour, comme il fait mal lorsqu'il transperce jusqu'au tréfonds. L'amour est coupant comme un javelot de bambou. À qui faut-il s'adresser? L'amour créé pour réunir l'humanité. On est toujours en train de se poser cette question aujourd'hui où il y a la guerre et tout. Et l'amour dont la demeure n'est plus habitée que par la nostalgie. Je continuerai mon chemin. Je continuerai de proclamer que l'amour est au début, maintenant et à la fin. C'est un grand poète, Henri Hirault, un Polynésien, donc qui au départ était pas un prêtre, il était protestant, donc un pasteur protestant, et qui s'est reconverti pour refaire découvrir les traditions, l'histoire de la Polynésie ancienne, et qui en est mort. D'accord. Voilà. Et donc il y avait un anniversaire de Henri Hirault, et j'ai vraiment eu plaisir à découvrir ce poète et à le faire connaître même aux Polynésiens qui ne le connaissaient plus. Juste un clin d'œil au dessin animé de Disney là-dessus sur Vaina. Cette jeune fille qui va vouloir découvrir des choses et à travers les traditions, à travers des contes, à travers des légendes. Et c'est vrai quand dans un dessin animé, on peut faire vivre ça plus facilement. Et c'est un dessin animé qui a connu aussi son succès, quoi. Voilà. Et en Polynésie, donc, il y a des grands moments de grandes rencontres de tout ce qu'on appelle le triangle polynésien, donc de tout le Pacifique polynésien qui se retrouve aux îles Marquises. Et moi, j'y étais, ça m'a beaucoup marqué, j'y étais pour la naissance de l'an 2000. Donc, il y avait 3 jours. Et donc, pendant ces 3 jours, on s'est posé la question, d'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Gauguin. Mais aussi, c'était vraiment incarné par des danseurs qui nous faisaient remonter dans les temps anciens. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont à Tahiti, ce que je vous parle là, j'ai vu un documentaire là-dessus. Quand vous allez marcher dans la forêt, vous retrouvez des statues, vous retrouvez des tikis. Voilà, des tikis, c'est ça? Ça s'appelle comme ça, les statues polynésiennes. Voilà. Et c'est à quel point c'est vraiment ancré. Et les gens continuent à honorer ces statues. Ces dieux anciens qui représentaient. Ouais. Mais pendant plusieurs générations, jusqu'au début du XXe siècle, tout ça, ça a été mis de côté par le poids de la religion. Et imaginons quand même que jusque dans les années 1950, les Polynésiens n'avaient pas le droit de danser. La danse a été interdite parce que c'était... on laissait aller... Oui. Hein? Parce que les danses étaient lascives. C'est ça. Et on trouvait que c'était pas approprié de le faire surtout devant les enfants. Voilà. Donc la danse a été interdite jusque dans les années 50, et puis ça a été remis en scène et on a retrouvé les danses anciennes. Et il y a également le tatouage. Le tatouage qui est vraiment polynésien. Maori aussi. Oui, mais Maori. Alors à Tahiti, on a dit Maui.
Mais les Maoris sont des Polynésiens qui sont allés en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Et donc, le tatouage a été interdit quand même jusque dans les années 1980. Ah, d'accord. Et donc, toutes ces traditions on a mis sous cloche. Sous cloche, mais elles étaient là, elles sont nées de nouveau, elles sont revenues à la surface. Et moi-même, en étant ethnologue, je suis allée creuser, chercher la société polynésienne, parce que quand je suis arrivée à Tahiti, il n'y avait quasiment pas de journalistes polynésiens. C'était que des gens de passage, et du coup, la société polynésienne était... on mettait de côté encore un certain nombre de choses qu'on a fait rejaillir, avec en particulier un grand écrivain polynésien qui est décédé depuis, qui s'appelait Jean-Marc Pambrun, qui était le directeur de la culture polynésienne, mais qui allait à l'encontre de ce que la politique culturelle polynésienne décidait. Et du coup, on l'a banni. Donc moi, j'étais au milieu de tous ces conflits, et j'étais la plume qui ressortait tout ça, parce que je dis, mais c'est pas possible que cette société, que cette culture, on la laisse mourir. Et donc ça, c'était en l'an 2000, la renaissance de la culture polynésienne. Et c'est là que j'ai découvert ces légendes amoureuses de Tahiti. Et ces légendes amoureuses, ce sont des textes anciens qui ont été écrits au 19e siècle, que je suis allée creuser et chercher, et remis en valeur pour découvrir la puissance de l'amour dans cette société ancienne. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut voir dans ces sociétés iliennes, qui plus est à Tahiti, en Polynésie, c'est la force qu'il y a, l'énergie qu'il y a dans les gens, la croyance qu'ils ont en la nature, cette relation avec la nature. Oui, c'est énorme. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe, mais parfois quand ils vont pour couper un arbre ou autre, ils vont peut-être prier, ils vont peut-être d'abord demander à l'arbre s'ils peuvent le faire. C'est des attitudes purement naturelles avec cette façon de vivre avec la nature, et le respect de la nature. Tout à fait. D'ailleurs, leur temple était dans la forêt. Ouais. Et c'était uniquement des pierres, c'était des temples à ciel ouvert, où tout était signe. Si tel oiseau venait se poser sur une pierre du temple, ça voulait dire ça. S'il y avait un vol d'oiseaux qui passait à un moment d'une cérémonie, ça voulait dire ça. Donc ces temples s'appelaient les marae. Et ces marae, il y en a encore beaucoup qui sont cachés dans la forêt, en particulier à Tahiti. Moi, j'ai été invitée dans un lieu interdit, qui sont conservés par les anciens Polynésiens. Tout au cœur de Tahiti, il y a des montagnes interdites, sauf si on vous donne l'autorisation d'y aller. Oui. Et donc là, il y a encore des marae qui sont à l'abri, parce que sur beaucoup de marae, on a construit des églises et des temples, comme en France, comme ça a été le cas, malheureusement, dans beaucoup d'endroits dans ce monde, où on a essayé d'effacer les croyances du passé, les traditions du passé, en mettant une pierre dessus. Oui, c'est ça. Et donc là-bas, le passé s'appelle le temps du pot. Le pot, c'est vraiment ce passé qu'on arrive à capter dans la nature par les signes ou par des rêves. Moi, j'ai beaucoup rêvé à Tahiti, parce que j'étais vraiment très, très liée avec ce peuple. C'est comme si j'étais chez moi. D'ailleurs, à La Réunion, à Tahiti, Waro, ça se dit pas Waro, ça se dit Warao, qui veut dire ami avec beaucoup de monde. Donc j'ai mon nom tahitien aussi. Ça montre aussi que combien, comme pour les Kanaks d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, combien ces peuples ont gardé les liens avec leur façon de vivre de leurs ancêtres, d'une part, et aujourd'hui encore, ils perpétuent ces traditions-là, et je pense que c'est un paradoxe de dire ça. Aujourd'hui, tout le monde essaye de protéger justement cette façon d'être soi-même, quoi. Oui, c'est vrai qu'on en est bien revenu depuis le XXe siècle, donc ça fait peut-être 100 ans, où ils ont pu reconquérir leur pensée, leur façon d'être, leur façon de vivre, parce que ce soit la société kanak ou la société polynésienne, c'était une société complètement orale. Donc, au moment où les Européens sont arrivés, il y a eu un choc au niveau de la santé déjà, parce qu'ils ont apporté des maladies. C'était quand même un peuple qui était resté presque 2000 ans sans contact entre eux. Donc, qui avait survécu, qui était une race magnifique, en pleine santé. Et avec le contact avec les Européens, les maladies sont arrivées. Et tout
toutes leurs personnes, tous leurs personnages de savoir, tous leurs héros sont morts. Donc après, il a fallu aller chercher des bribes de connaissances ou aller demander aux ancêtres. Et c'est les Occidentaux qui disent lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui meurt aussi. Oui, mais là c'était vraiment... toute la pensée polynésienne, tout leur mode de vie s'en est parti, quoi. Toutes les racines. Voilà. Et c'est terrible. Et par exemple, il y a eu des traductions de la Bible en tahitien et en marquisien, sauf que là-dedans, on a enlevé 80% de la pensée polynésienne qui était païenne. Donc on a complètement transformé leur monde avec ces 2 livres, qui sont aujourd'hui les premiers livres traduits. Mais on a apporté tout ça. Et c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de reconquérir, de retrouver ces éléments du passé parce que il y a un vrai ressenti, un vrai retour besoin, aux sources. Un retour. Oui, il y a un retour aux sources et heureusement. Mais ça a dû se faire même contre les partis politiques qui étaient plutôt du côté colonial français. Et donc, les Polynésiens d'origine ont dû vraiment se battre pour retrouver leur culture. Oh, c'est un petit peu comme à La Réunion. Oui, c'est partout. Les traditions ont eu du mal à être perpétuées. Certaines religions, par rapport à la religion officielle de l'État, avaient du mal à s'implanter, à vivre. Et d'ailleurs, pour certains, il fallait pratiquer d'abord la religion d'État avant de pratiquer sa religion. Oui, ça fait partie du colonialisme. Ouais. Colonialisme, c'est d'abord, souvent, il y a une guerre, parce que même en Polynésie, ils n'ont pas donné leur île comme ça, hein, il y a eu des guerres avec les Français. Et ensuite, il y a les marchands qui arrivent, et après, il y a les missionnaires. Et les 3 fonctionnent ensemble pour créer ce qu'on appelle l'État colonial. Et donc, il y a une influence pour qu'on fasse table rase du passé. À Madagascar, c'était pareil. On fait table rase du passé. Avant la colonisation, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est le temps du pot. Et après, il y a toute cette reconstruction. Et il faut donc, par exemple, il a fallu donc 2 siècles pour que les Polynésiens retrouvent leurs racines. Et Henri Hirault, à qui j'ai rendu hommage, est un poète qui a permis aux Polynésiens de renouer avec leur passé, avec leurs racines. Parce qu'un peuple sans racines, c'est un peuple qui meurt. Ça me fait penser au film Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando, quand ils vont chercher les fruits à pain en Polynésie pour les amener... aux Antilles. C'était surtout aux Antilles pour les nourrir les esclaves. Voilà. Et on voyait à quel point, à un moment donné, il n'y avait pas assez d'eau pour boire pour les marins, mais il ne fallait pas y toucher pour nourrir les plantes. Bien sûr, bien sûr. Donc quoi, je me disais toujours quelle était la valeur de ces plantes-là. Bon, un fruit à pain surtout, c'est très nourrissant. Oui. Et il fallait protéger ça. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, je suis en ce moment en train d'écrire encore sur La Réunion et ses épices. Mais nous, à La Réunion, on a une histoire qui est peu connue. Sur l'introduction des épices, on a quand même réussi à adapter le giroflier et le muscadier que l'île de France négligeait. Et on a les plus grands botanistes du monde qui sont passés par notre île. Et toute cette histoire-là est encore à reconquérir et à redécouvrir. Hein. Ne serait-ce que le rôle de commerçant. Ah ben oui, justement, il faisait partie du premier voyage d'Antoine de Bougainville à Tahiti. Ouais. Et c'est lui qui est resté après à l'île de France très peu de temps à La Réunion. Mais avec lui est arrivé le premier Polynésien qui a quitté Tahiti avec Antoine de Bougainville, qui est allé à la cour du roi de France et qui est revenu à l'île de France et qui est passé par Bourbon et qui avait pour mission de comprendre comment fonctionnait le monde occidental pour le rapporter dans son pays. Et il n'est jamais arrivé à repartir puisqu'il est mort entre l'île Bourbon, à l'époque ça s'appelait l'île Bourbon, et l'île de Madagascar. Et c'est un livre qui est en cours d'édition en ce moment, que j'ai écrit, parce que j'ai fait un spectacle pour relier la Polynésie, l'océan Pacifique, avec l'île Bourbon et surtout avec l'île de Madagascar, parce qu'il faut savoir que les Malgaches ont un rapport direct avec les Polynésiens, puisqu'ils sont venus, il y en a qui sont partis à l'est et l'autre à l'ouest, oui. Et donc on a une histoire commune. Vous voyez ?
Ne serait-ce qu'on parle de la Réunion et de tous les apports des différentes communautés, Madagascar, c'est des ethnies officielles aujourd'hui. Ah ben oui. Donc, imaginez les apports, les différents apports qu'il y a. Là, on parle de ethnies officielles, mais à côté, il doit y avoir quand même d'autres des gens qui sont venus d'ailleurs, qu'on n'a pas officiellement identifiés. Oui, voilà, jusqu'avant. Parce que là, pareil, hein, quand les Occidentaux du XVIe, XVIIe siècle arrivent dans l'océan Indien, ils font table rase sur toute l'histoire qu'il y a eu avant, alors que l'histoire de l'océan Indien commence au moment de la reine de Saba. Il y avait déjà des voyages dans l'océan Indien. Il y avait déjà des bateaux remplis des migrants qui faisaient Indonésie, Malaisie, Madagascar. Oui. Et donc toute cette histoire-là, ben, comme il y a très peu d'écrits, là encore une fois, impasse. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à savoir quel rôle a joué les Malaisiens oui. dans la construction de Madagascar, parce que avec les Indonésiens, c'était les plus ils ont été très avancés. Ouais. Ils étaient aussi très avancés au niveau culturel. Et les Malgaches ont gardé beaucoup de cette culture dont ils sont à l'origine. Et donc, moi, j'ai traversé une île qui s'appelle Nukuhiva pour le festival de l'an 2000. Et j'étais avec le grand sage et connaisseur de l'histoire des îles Marquises. Et il me dit, tu sais qu'on est cousines. Cousin-cousine. Je dis, ah bon? Il dit oui, parce que toi, tu as vu sang malgache. Et les Malgaches, c'est l'autre côté du triangle polynésien. Et d'ailleurs, ils ont dans leur langue, il y a du marquisien et il y a du marquisien dans le malgache. Et là, j'ai découvert nos liens que je ne savais pas. Et à plusieurs reprises, quand j'étais dans les Marquises, on m'a dit, mais toi, tu es notre cousine. Donc, j'étais arrivée dans ma famille. Alors, comme on a aussi des cousins aux Seychelles, ah ben oui. Ça fait de sacrés liens entre l'océan Indien, Pacifique. Oui. Ça fait du... Je veux dire que là... Il y a une belle histoire qui est peu connue. Ouais. Donc là, j'ai beaucoup travaillé dessus là, pour un livre, j'espère qu'il va sortir en fin d'année, où j'avais écrit un spectacle qui s'appelait Sauvage, et aujourd'hui, je l'ai appelé Oru. Oru, donc, c'est ce Polynésien qui passe par notre île et qui tombe amoureux d'une Réunionnaise qui s'appelle Amaya. Et donc, l'idée, c'est qu'ils se rencontrent et ils font se rencontrer les deux océans et de se dire que nous ne sommes pas des bâtards, mais nous avons une histoire magique, une histoire de conquérants des océans. Et je trouve que c'est une bien plus belle image d'origine que la bâtardicité, parce que le spectacle, je l'ai écrit à cause de ce terme-là qui me révoltait. On va rester sur ces moments magiques dont parle Isabelle Ouareau-Joly, parce que c'est vrai que c'est magique. Parce que quand on voit que finalement on est partout sur les océans, qu'on a des liens avec beaucoup d'îles, oui. Ça ne peut faire que rêver et faire du bien. On en parle la prochaine fois qu'on se voit. Avec plaisir. Je vous laisserai choisir un petit peu sur quelle île on ira cette fois-ci. Et on reprendra le bateau avec vous pour ce voyage que vous avez fait. Merci en tout cas, Isabelle Ouareau-Joly. Ça a été vraiment magnifique, ce voyage avec vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.